Merci Clément. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cet après-midi. L'heure n'est pas forcément simple, donc j'ai pensé que pour vous permettre de faire un peu la sieste avant la mise en situation, je peux vous passer 4-5 slides sur ma vision de la médiation. Ça permettrait à chacun, voilà, en fonction de là où il en est et de ce dont il a besoin, de faire un petit repos, fermer les yeux. Voilà. Alors, poursuivons la sieste avec quelques définitions. Je vous ai mis en slide 3 définitions. La définition bien stricte du Code de procédure civile, bien indigeste, mais qui a quand même un sens. Et le Code définissant la médiation comme un processus structuré. Et oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Pour ceux qui ne le savent pas, la médiation, c'est pas une discussion de comptoir, c'est pas mettre les gens autour d'une table et servir les plats et vous en pensez quoi et vous en pensez quoi. C'est un processus structuré, avec des règles, avec des techniques. Donc ce terme de structuré me paraît vraiment important. Par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord. Et l'idée de tenter de parvenir, ça aussi c'est quelque chose qui a du sens pour nous médiateurs. C'est-à-dire que l'échec ou la réussite d'une médiation, ça n'a pas beaucoup de sens. À partir du moment où les parties participent à un processus et s'engagent dans ce processus, on peut faire le pari qu'elles auront bougé dans leur position et que ça sera plus après la médiation comme avant la médiation. Donc, même s'il n'y a pas d'accord de signer, pour nous, enfin en tout cas pour un certain nombre de médiateurs dont je fais partie, c'est vraiment pas une difficulté. Et c'est si vrai qu'on apprend assez souvent par la bande dans des médiations que l'on a conduites et où il n'y a pas eu d'accord formalisé à la fin de la plénière, que comme par hasard, 1 mois après, 2 mois après, il y a un accord qui a été trouvé. Et on reçoit d'ailleurs parfois des lettres très sympathiques des confrères. Tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elle qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Je passe sur les qualificatifs. Ma préférence va à la définition qui est proposée par l'école des médiateurs communication non violente, qui est devenue émergence, et qui nous dit que c'est un processus structuré, ok, dont le médiateur est le garant. Effectivement, le médiateur n'est rien, comme dit Gary Friedman, à part qu'il est garant du processus. Et ça, c'est évidemment essentiel. Et qui permet de créer un espace d'écoute et d'expression de chacun pour que chacun puisse être entendu dans son vécu et puisse entendre le vécu de l'autre et rechercher des solutions qui satisfassent leurs besoins respectifs. Il y a une foule de choses qui mériteraient 3 heures d'explication, mais on a un quart d'heure. La médiation, c'est ça. C'est de créer un espace où chacun va être entendu là où il a besoin d'être entendu, ce qui nécessite donc une capacité d'écoute pour être à l'écoute de ce qui se passe chez l'autre. L'idée étant, mais vous l'entendrez de nouveau dans les entretiens individuels, de permettre à un médian de monter un peu sur la colline de l'autre, non pas pour dire que l'autre a raison, mais simplement pour entendre déjà ce qui se passe chez l'autre. Et l'expérience assez savoureuse de la médiation, c'est qu'à partir du moment où on constate qu'un médian a entendu ce qui se passe chez l'autre, l'autre a le sentiment d'avoir été compris. Et donc, là, il y a des choses qui se jouent qui sont vraiment passionnantes. J'ai pas tout à fait terminé. Donc voilà, cette notion d'entendre, d'être entendu dans son vécu et d'entendre le vécu de l'autre, et de rechercher des solutions qui satisfassent leurs besoins respectifs. Le terme de besoin, c'est central en médiation, en particulier en médiation de communication non violence, c'est cette énergie de vie qui fait que vous avez un besoin de reconnaissance, vous avez un besoin de contribuer, un besoin que soit mesuré tout le travail que vous avez fait dans votre service. Et donc, à partir du moment où on va se placer sur ce terrain, ce terreau universel des besoins et qu'on n'est pas sur les stratégies, alors les accords vont pouvoir se trouver. Et soit l'accord permet de nourrir les besoins de l'un et les besoins de l'autre, et à ce moment-là, il y a accord, soit ce qui est proposé, les solutions qui sont envisagées ne permettent pas de nourrir les besoins de l'un et de l'autre, et à ce moment-là, il n'y a pas d'accord. Donc on n'est pas du tout dans « je coupe la poire en deux, tu veux 100, tu auras 0 ». On est dans « moi, médiateur, j'ai besoin de comprendre pourquoi c'est à ce point important pour vous de vouloir 100, et j'ai besoin de comprendre, moi, médiateur, pourquoi c'est à ce point important pour vous qu'il est 0 ». Voilà, c'est ça, la médiation. Et donc on ne va pas du tout couper la poire en deux, on va au contraire faire de la coopération, de la créativité, et il n'est pas rare, et c'est assez fascinant en fin de médiation, au moment de la dernière phase où on fait un peu un brainstorming de toutes les solutions, d'avoir 2 ou 3 pages de paperboard de solutions, quand au départ c'était ou blanc, ou noir, ou gris, c'est-à-dire à 50-50. Et puis, une dernière définition que j'ai découverte récemment, et que j'adore. Si vous voulez lire un seul livre sur la médiation, lisez pas les miens, mais lisez celui rédigé par Florence Studer, qui est une médiatrice suisse incroyable, et son collègue Marc Rosset,
Et leur petit ouvrage, qui est très beau comme objet et qui est très beau à l'intérieur dans ce qui est écrit, a une introduction qui m'a beaucoup parlé. C'est une introduction du professeur Duss qui dit que la médiation, c'est l'art d'une création en commun. Tous les participants sont des artistes, au moins 3, qui investissent la créativité de leur être. 2 personnes ou plus, puisant dans le quotidien de leur expérience relationnelle difficile, profitent de cette opportunité, la médiation est une opportunité, pour construire des perspectives ouvertes dans un avenir qui leur permet de s'épanouir et de sortir des impasses qui les barrent. Voilà, c'est une médiation, c'est une définition qui me parle bien. Et puis il y a une autre définition qui me parle bien, c'est cette définition visuelle. Ou si vous êtes, on pourrait faire le test mais on n'a pas le temps, de voir qui vous voyez. Certains vont dire, ben, moi je vois une jeune femme, très élégante, avec une espèce de houppette sur la tête. Et d'autres vont dire, mais absolument pas. C'est pas une jeune femme, c'est une femme très vieille, très laide, avec un grand nez. La médiation, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est toute la philosophie, en tout cas, c'est moi ce qui me mobilise et qui fait que je suis devenu médiateur et que je mène là-dedans et je prends du plaisir en conduisant des médiations et en accompagnant en médiation. Voilà, le monde est différent. Nous sommes différents. Et donc, en médiation, on va avoir un médian qui va voir la femme jeune, un autre médian qui va voir la femme vieille. Et tout le rôle du médiateur, ça va être de permettre à chacun d'avoir accès à la vision de l'autre. Pas pour dire à la fin, elle est jeune ou elle est vieille, on s'en fout, comme disait Stéphane Ben Simon ce matin. C'est pas le problème, qui a raison, qui a tort, on s'en fout complètement. En revanche, ce qui est essentiel, c'est que vous compreniez que lui, il voit une femme jeune et que lui, il comprenne que vous voyez une femme vieille. C'est ça la médiation, c'est tout le travail du médiateur. Donc, dit autrement, voilà, ma perception est unique. Donc, si ma perception est unique et que la vôtre est unique, ben, voilà, ma perception et la vôtre sont irréductibles. Et donc, tout le travail qui va être mis en œuvre dans le processus de médiation, c'est d'accueillir la perception de l'autre, communiquer à l'autre ma perception, et à partir du moment où et vous et moi, nous allons être désidentifiés de nos perceptions respectives, alors à ce moment-là, on va pouvoir créer en commun des solutions. Avantage, je regarde juste ça. Avantage, 2 mots, parce que ça c'est vraiment connu et archi connu. Oui, la médiation est un levier de rentabilité pour l'entreprise. Parce qu'il y a un gain de temps, un gain d'argent et un gain d'énergie. Parce qu'il y a une économie au niveau de la solution qui va être trouvée. Parce qu'il y a une suppression de l'aléa judiciaire. Et voilà, cet aléa judiciaire, c'est parfois extrêmement minant pour le chef d'entreprise, y compris pour des compagnies d'assurance d'ailleurs, je le dis, parce que provisionner régulièrement des sommes astronomiques dans l'attente de, notamment en matière de construction au registre corporel, c'est pas forcément simple pour le chef d'entreprise qui est à la tête d'une compagnie d'assurance. Restauration du lien de confiance, qui fait qu'il va y avoir une éventuelle possibilité de poursuivre la relation contractuelle. Une confidentialité qui permet de se dire des choses que l'on ne se dirait pas s'il n'y avait pas la confidentialité. Et enfin et surtout, et Stéphane vous l'a bien marqué ce matin et martelé, une solution pérenne et exécutée. Ça fait 15 ans que je traîne les guêtres dans le monde de la médiation, où j'assiste à des colloques, soit comme intervenant, soit comme participant. Je n'ai jamais assisté à un seul colloque sur les difficultés d'exécution d'un accord de médiation, parce que ça n'existe pas. Et donc quand on est chef d'entreprise, avoir un processus qui permet d'aboutir à une solution dont on sait qu'elle va être exécutée, alors même que s'il y a une décision judiciaire, il y a plutôt plus de chances qu'elle ne soit pas exécutée qu'elle ne le soit. Je rappelle qu'en France, on a quand même été capable d'inventer un juge dont le nom est le juge de l'exécution et dont le job est de s'occuper des décisions de ses petits camarades de jeu qui ne sont pas exécutées. Voilà. En médiation, on n'a pas cette difficulté. Dernière chose, je vais vite. Levier de rentabilité pour l'avocat qui propose et accompagne. Quand je me suis lancé un peu à corps perdu dans la médiation, je me suis quand même à un moment arrêté en disant, ok, c'est bien mignon, mais accompagner en médiation et promouvoir la médiation, est-ce que c'est pas en train de ruiner complètement la profession d'avocat? Or, moi, je suis comme tout le monde, voilà, je suis avocat au départ et j'ai pas du tout envie ni de mettre à mal mon cabinet d'avocat et encore moins de mettre à mal la profession d'avocat. Donc, je me suis penché sur cette question pour savoir en quoi la médiation pouvait ou pas porter atteinte à la trésorerie des avocats qui proposent la médiation et qui accompagnent la médiation. Et je me suis plongé dans un pavé rouge comme ça, que je vous déconseille fortement, mais qui a le mérite les idées y sont au moins recensées, pour comprendre ce qu'étaient les critères de rentabilité d'un cabinet d'avocats. Et je me suis aperçu que l'avocat qui accompagne en médiation réunit tous les éléments
qui lui permettent de dire qu'effectivement, c'est un levier de rentabilité. Pourquoi? D'abord parce que c'est un support de communication. Le nombre d'avocats croît chaque année. Il y a une concurrence qui est effectivement extrêmement importante. Quand vous proposez dans un cabinet d'avocats, alors que l'autre ne le propose pas, d'accompagner en médiation, c'est un support de communication. Deuxième élément, il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle chez les anglo-saxons le cross-selling. Je suis dans un cabinet de groupe, je fais de la médiation, mon associé n'en fait pas. Elle a une médiation possible, elle me demande d'accompagner son client en médiation parce qu'elle ne se sent pas en mesure d'accompagner en médiation. Donc il y a voilà, une richesse qui peut se créer, la coopération qui peut se créer au sein du cabinet. Et puis surtout, les deux critères fondamentaux de rentabilité d'un cabinet d'avocats, c'est ratio temps travaillé, temps facturé. Les avocats qui sont présents dans la salle le savent, on passe notre temps à travailler sans pouvoir facturer. Parce que quand vous passez 5 heures à attendre à une audience, si vous facturez 5 heures à votre client, vous n'aurez plus beaucoup de clients à la fin de l'année. En médiation, ce ratio, il est à 100%. 100% travaillé, 100% facturé, puisque votre client est à côté de vous pendant que vous travaillez et voit ce que vous êtes en train de faire. Donc ce premier ratio est à 100%. Le deuxième ratio, c'est temps facturé, temps recouvré. On émet des factures et comme souvent dans le monde économique, parfois ces factures ne sont pas réglées. En médiation, c'est assez sympa pour l'avocat qui prescrit et qui accompagne en médiation, parce qu'en même temps qu'il va dire « N'oubliez pas de régler la provision demandée par le médiateur », il pourra dire « Et n'oubliez pas de régler par avance aussi ma facture afférente à mon accompagnement en médiation ». Et donc on a un ratio temps facturé, temps recouvré qui est de 100. Règlement extrêmement rapide des honoraires, puisque des médiations, parfois en 3 mois, on arrive, parfois en 3 semaines, comme le disait Stéphane, à trouver une issue. Et entre avoir un honoraire de résultat de 80 000 dans 5 ans, ou peut-être 0 d'ailleurs, si l'aléa judiciaire fait que je perds mon procès, ou avoir 30 000 dans 3 mois, moi personnellement, je trouve que c'est assez sympa d'avoir 3 000 dans 3 mois. Donc, au niveau purement pécuniaire de l'honoraire, c'est inexact de dire que le fait de proposer la médiation et d'accompagner en médiation est une manière de ruiner la profession. Et dernier élément, et c'est évidemment pour moi ce qui est essentiel, c'est la fidélisation du client. Quand vous proposez la médiation à un client, que vous écoutez ses peurs, que vous écoutez ses résistances et qu'il finit par aller en médiation, que vous l'accompagnez, que vous travaillez avec lui en entretien individuel et pendant 4 heures de réunion plénière, il vous aime, mais il vous aime pour toujours. Et moi, depuis 30 ans que je suis avocat, il m'est arrivé en tant qu'avocat de gagner quand même 1 ou 2 procès. Ces gens à qui j'ai gagné des procès ne m'ont jamais témoigné de la gratitude dont m'ont témoigné les clients que j'ai accompagnés en médiation. Et donc il y a une fidélisation du client qui est absolument extraordinaire.